Alors, justement, à propos des stockages géologiques, tout le monde a fait part d'une expérience plus ou moins avancée, mais qui va toujours dans le sens du stockage géologique profond. Richard Dudley nous demande, pourriez-vous me dire s'il existe un consensus de la communauté scientifique internationale sur ce stockage géologique profond? Qu'est-ce qui veut bien s'exprimer? Je vous en prie, Monsieur Tegerstrom, pour la Suède. Oui, c'est mon impression. Naturellement, il y a des chercheurs qui, pas tous, sont de même avis, mais une grande partie des scientifiques, parce qu'on travaille avec des scientifiques dans nos organismes, en Finlande, en France, partout. Après, j'ai vécu cette expérience de 30 ans, 35 ans, discussion, etc., c'est le stockage profond et c'est assez naturel parce qu'on a des déchets, il peut être très dangereux si on les garde pour des milliers d'années sur la surface. Le danger est beaucoup plus grand que si on les met dans une façon détaillée en profondeur. C'est l'argument principal. Après, il faut le faire avec tout le support des scientifiques jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Mais le choix de concept, presque tous les pays ont choisi le stockage profond géologique. Si ce n'est qu'on y répond quelquefois en disant la surveillance est plus facile en surface. Ce serait le contre-argument. Mais qui peut garantir le fonctionnement de cette surveillance en surface pendant des siècles? C'est pas facile, ça. Et si ça manque, le danger est beaucoup plus grand que si les déchets sont en profondeur. Monsieur Peter Lyons, pour les États-Unis, voulait intervenir aussi. Mais comme je l'ai dit, notre Académie nationale des sciences a étudié cette question en profondeur depuis de nombreuses décennies et leur conclusion a été que le stockage géologique est la bonne réponse à cet enjeu. Et je ne connais aucune étude scientifique qui serait en désaccord avec ce principe. Mais comme nous l'avons entendu, on peut développer des géologies différentes qui peuvent fournir le niveau d'isolement géologique nécessaire. Il n'y a pas un seul type de géologie. En tout cas, il faudra établir les caractéristiques de cette roche. Les colis, les conteneurs devront être adaptés à un environnement particulier. Il n'y a pas une seule solution, une seule solution géologique parfaite. Il se peut qu'il y en ait de nombreuses. En plus, de nombreux pays dans cette salle ont des cycles de combustible différents. Et quel que soit le cycle de vie de votre combustible, vous aurez besoin de stockage géologique pour au moins une fraction et pour une proportion des déchets de haut niveau. Et je pense que ces conclusions sont très largement acceptées dans la communauté scientifique. Non, Monsieur Nash, vous vouliez intervenir? Monsieur Nash pour les États-Unis, pour le Canada, pardon. Thank you. Oui, merci. J'ai une observation rapide sur cette question. Il y a des dizaines de milliards de dollars dépensés dans de nombreuses institutions universitaires et autres sans qu'il y ait de problème majeur identifié contre le stockage géologique profond. Et c'est bien le contraire. De nombreuses études, de nombreuses examinations ont confirmé que le stockage géologique est une façon sûre de gérer les déchets à long terme. Pour vous illustrer comment les opposants, à quels extrêmes ils travaillent, avec d'autres pays, le Canada a travaillé dans un projet pour voir ce qui se passerait dans un dépôt géologique durant la prochaine ère glaciaire. Est-ce que ce dépôt survivrait à la prochaine ère glaciaire? Et quand j'en parle à d'autres personnes, on est étonné à quel extrême nous pouvons aller pour examiner toutes les possibilités. Et je ne peux pas penser à je ne peux penser à aucune question qui n'a pas été examinée dans les études.
technicien qui répond. Oui, pour répondre à la question du consensus, effectivement, scientifiquement, on sait parfaitement que la radioactivité existe, qu'elle a été inventée, que les déchets soient des déchets qu'on appelle artificiels ou pas. Et cette radioactivité rémanente, on ne la fait pas disparaître. Ce n'est pas la transmutation qui est une aimable piste de recherche pour une toute petite partie des déchets qui va changer les choses. Donc devant simplement l'impossibilité complète de réagir face à cette radioactivité que nous avons créée, de ce point de vue, avec les déchets, impossibilité aussi bien technique qu'économique surtout, il est vrai que scientifiquement, la meilleure solution qui sera acceptable par le politique, c'est, je suis désolé, on l'appellera comme on voudra, de faire un trou et de tenter d'oublier ce qu'on a fait. C'est finalement ce qu'on sait faire de mieux. Mais je noterai quand même une différence d'approche entre les différents pays et la France. La France qui a commencé à réfléchir au problème des déchets de façon sérieuse très tard, et la France qui a répondu par une non-réponse. L'ensemble des pays ont choisi de ne pas faire du retraitement, ne serait-ce que pour des raisons économiques, et de stocker de façon qui sera forcément réversible. Regardez les images du futur stockage qui est en Suède, c'est une cathédrale qu'on est en train de construire. Et par rapport à la France, où on fait du stockage, et en surface, et en subsurface, et en profondeur géologique, et où on retraite, et où on a des déchets à peu près partout. Je crois que la France a pris une attitude qui n'est pas saine vis-à-vis de ces déchets nucléaires. Et je ne voudrais pas faire de la publicité gratuite en disant que quand je sais que j'ai un problème de déchets nucléaires, il faudrait aussi se poser la question si, sans répondre forcément aux déchets qui existent déjà, le fait d'arrêter arrête aussi de produire des déchets nucléaires. Mais ça, c'est une autre question qui n'est pas là pour aujourd'hui. Alors Jean-Marie Brom, il y a justement une question qui est pour vous de la part de Steph91. Mais que propose M. Brom? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il défend. Ne rien faire et toujours attendre? Non, ce que je propose, nous l'avons proposé, nous ne sommes pas les seuls à le proposer. Il n'est pas question d'attendre. Il s'agit de garder l'avenir ouvert. Ne pas retraiter, parce que ce qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout et qui a un poids économique insupportable. Il faut quand même me le démontrer, sinon que ça ne serait pas vrai. 2, stocker en subsurface, c'est-à-dire à relativement faible profondeur et de façon parfaitement accessible pour l'avenir, ces déchets. Si la politique change et que l'univers ou la Terre décide que la gestion des déchets est plus un problème mondial que national, on peut imaginer un gigantesque centre de dépôt. Il faudrait rechercher nos déchets pour les y mettre. Supposons qu'un génie scientifique découvre un moyen acceptable techniquement et économiquement de réduire ces déchets. Il faut les rechercher. Et ça n'est pas en les reprocessant aujourd'hui et en les stockant à grande profondeur de façon définitive qu'on résoudra la question. Donc, 1, ne pas retraiter. 2, stocker en subsurface de façon récupérable. Bon, bien sûr, je passerai sur arrêter le nucléaire, qui ne résoudrait pas le problème des déchets existants. Ouais. Une réponse à ce sujet de Peter Lyons? Tout d'abord, allez-y, je vous en prie. Point out that we are, at least in the translation. Je tiens à préciser quand même que nous confondions le stockage en subsurface et le stockage en couche géologique profonde. En même temps, ces deux solutions sont utilisées pour des déchets très différents, de type et nature très différents, pour les différents niveaux d'activité, différents isotopes, différentes demi-vies. Dans mon cas, qui est le cas américain, notre commission réglementaire et les autres agences évaluent de manière très précisément comment on stocke les différents déchets. Certains déchets se prêtent plutôt à un stockage en subsurface. En même temps, il y a d'autres déchets qui ne s'y prêtent pas du tout, pour lesquels il faut réfléchir à une solution. La seule solution, c'est le stockage en couche géologique profonde. Peut-être qu'on donne l'impression qu'il y a un choix assez arbitraire entre les différentes solutions de stockage. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est pris en compte par les régulateurs dans les différents pays. Une réponse de Thibault Lavalette de l'Andra?
Oui, juste pour confirmer ce que vient de dire Peter Lyons, sur le plan de la sûreté, ce qu'il faut être très clair, c'est que c'est écrit dans les principes de sûreté en France, on ne stocke dans CIGEO que des déchets qui, pour des raisons de sûreté nucléaire, ne peuvent pas être stockés en surface ou à faible profondeur. Donc une solution de type de stockage en subsurface pour des déchets de haute activité n'est pas acceptable du point de vue de la sûreté. Je voudrais également réagir sur la question du stockage des combustibles usés pour rappeler qu'à la demande du gouvernement, nous avons évalué, et ces éléments sont disponibles aujourd'hui sur le site du débat, les différents scénarios de transition énergétique qui ont été examinés dans le cadre du débat sur la transition énergétique et montré à chaque fois l'impact qu'il pourrait avoir sur la conception de CIGEO. Et effectivement, aujourd'hui en France, les combustibles usés sont considérés comme des matières valorisables, donc on ne stocke que les déchets qui sont issus de leur traitement. Mais ce que nous avons montré, c'est que si un jour il y avait une évolution de cette politique-là, les combustibles deviendraient des déchets à stocker et que CIGEO pourrait s'adapter à une telle évolution. Réponse aussi de M. Nash pour le Canada. Yeah, thank you. On this question of... Merci. Par rapport à la question de ce qu'il faut faire du combustible usé, on a identifié au moins 3 options. La première, c'est la couche géologique profonde. La deuxième, c'est le stockage en surface. Et la troisième, dont j'ai parlé, c'est une solution intermédiaire, en entreposage intermédiaire souterrain, avec surveillance et contrôle. Ces 3 options ont été mandatées par notre gouvernement dans la loi sur les déchets nucléaires en 2002. Il faut que notre agence les étudie en profondeur avant de soumettre son rapport au gouvernement. Nous nous sommes penchés sur la question de manière neutre. Nous avons examiné donc ces 3 options plus et de nombreuses autres options d'ailleurs. Et au bout de 3 ans de consultation avec de tous les experts disponibles et au bout d'une consultation très élargie de la population, la conclusion a été que la couche géologique profonde donne l'assurance à long terme, répondant donc aux attentes des populations. Et deuxièmement, que le public, la population préfère la couche géologique profonde. Le public canadien préfère le stockage en dépôt géologique profond plutôt qu'un stockage soit intermédiaire, soit en surface. Qui nous arrive aussi par mail, qui est plutôt d'ailleurs une réflexion, mais on ne se prive pas de prendre vos réflexions qui nous parviennent, de Maurice Michel, inspecteur général honoraire des affaires sociales. Le titre de votre débat de ce soir sur Internet n'est-il pas abusif, voire trompeur? Vous indiquez « Comparaison des expériences internationales ». À notre connaissance, il n'existe pas d'expérience d'enfouissement en grande profondeur de déchets radioactifs du type de ce qu'on envisage d'enterrer à Bure. Il n'existe pas de site civil en fonctionnement expérimental ou non, de stockage dans l'argile à 500 mètres sous terre de déchets nucléaires hautement actifs à vie longue. On peut tout au plus parler de projet, mais certainement pas d'expérience. On prend acte, effectivement. Ce monsieur a une réflexion qui est tout à fait pertinente. Alors, une autre question, en revanche, de monsieur Girard. La France veut donner des leçons sur la gestion du nucléaire au monde entier et être précurseur. Pourquoi ne pas prendre en exemple le centre d'expérimentation nucléaire de Pont-Faverger, Moronvilliers, 50 ans d'expérience, à 150 km de Paris, 20 km de Reims, en Champagne, géré par les meilleurs scientifiques de l'atome, le CEA. Pour montrer cet exemple concret de la gestion des déchets nucléaires en France, l'IRSN, l'ANDRA, CIGEO sont-ils prêts à faire toute la transparence de ce site avec des experts indépendants tels que l'ACRO ou l'ACRIRAD? Qui peut répondre à ça? Peut-être M. Lavalette de l'ANDRA peut nous éclairer? C'est comme ça indiqué dans la question, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui est responsable de l'exploitation du site qui est mentionné, donc qui serait mieux à même que moi d'y répondre. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre absolument tout le monde autour de la table ce soir. Voilà. Par contre, ce que je peux dire côté ANDRA, c'est que nous dressons un inventaire national de tous les déchets radioactifs présents en France et qu'à ce titre, on peut trouver des informations sur les déchets présents sur chaque site où il y a eu des activités utilisant de la radioactivité. C'est un document qui est public et qui est mis à jour tous les 3 ans sur la base des déclarations des exploitants nucléaires en France. Merci pour ce début de réponse, en tout cas. Une autre question nous arrive par mail, question de Catherine Vidcock. Pourquoi les États-Unis ne retraitent-ils pas leur combustible usé? Peter Lyons, est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? Actuellement, nous étudions des systèmes très pointus pour le retraitement. Et en nous laissant la possibilité à l'avenir de prendre une décision au niveau national.
qui, elle, donnera donc l'impulsion vers le retraitement. Depuis des décennies, pourtant, nous travaillons sur des cycles de combustible ouverts et nous trouvons que c'est important pour le public, pour la population, de voir qu'on peut travailler avec une couche géologique profonde qui est sûre. C'est donc notre donc focus principal avec de nombreuses recherches. Pour nous, l'essentiel, c'est que ce soit aussi respectueux de l'environnement que possible, que cela réponde aux questions liées à la prolifération. Mais troisièmement, je crois que toute décision prise à l'avenir va être reposée non seulement sur les facteurs sociaux et environnementaux, mais également sur les facteurs économiques. Il y aura donc une interaction complexe entre les facteurs économiques du retraitement, du dépôt et l'aspect économique de nouvelles ressources en combustible. D'abord, nous avons favorisé le retraitement parce que l'uranium va s'épuiser. L'étude démontre pourtant que ce sera peut-être dans un siècle, et encore ce n'est pas donné parce qu'on peut utiliser l'uranium présent dans l'eau de mer. Donc, je crois que c'est les aspects économiques et les aspects environnementaux qui vont alimenter la décision prise aux États-Unis à l'avenir. Monsieur Nash, ensuite. Jean-Marie Braun. Oui, non, il faut se souvenir que le poids de l'histoire est important en France. On n'a jamais décidé qu'on allait retraiter le combustible irradié. Simplement, comme on voulait faire une bombe atomique avec du plutonium français sans l'acheter à l'étranger, on a inventé un retraitement à la française. Et dans les années 1980, on a décidé de conserver ce système parce qu'il rapportait beaucoup. Il pouvait rapporter de l'argent, non pas au pays, bien sûr. Et on a forcé EDF à prendre le MOX. EDF n'en voulait pas au départ. Donc en France, on est de nouveau dans un système où on n'a pas évalué les conséquences de nos décisions. On a pris les décisions d'abord et on s'est adapté ensuite. C'est très français. Vous diriez un petit peu la même chose, Monsieur Nash? Merci. Sur la question du retraitement, d'abord, il faudrait préciser qu'au Canada, il faudrait une décision prise par le gouvernement et par les générateurs, les producteurs d'électricité. Pour nous, la priorité, c'est de gérer les déchets ou les combustibles usés. Lorsque nous discutons du combustible, tout le monde pense au recyclage. La réutilisation ou le recyclage, c'est très à la mode, c'est très à l'esprit des gens. Nous penchons donc sur la question. Il faut savoir donc, si à un moment donné dans l'avenir, le retraitement va être pertinent ou non. Pour nous, au Canada, je pense que le retraitement ne sera pas très pertinent, et dans de nombreux autres pays aussi, dans les décennies qui arrivent en tout cas. Toutefois, quand on retraite ou non, la couche géologique profonde va être nécessaire, quoi qu'il advienne. Et l'idée que la technologie puisse avancer ou progresser de manière significative dans les décennies, c'est pour cette raison que le dépôt géologique doit être réversible. Il faut pallier à cette éventualité. Question assez rapidement qui peut s'adresser à plusieurs d'entre vous. Sylvie Sauvage nous demande: j'aimerais savoir si tous les pays représentés autour de la table ont incorporé les conséquences du réchauffement climatique dans leurs études de stockage profond. Allez-y, Monsieur Klestergerstrom, pour la Suède, qui avait le projet peut-être le plus avancé. Est-ce que vous avez inclus ces recherches? Oui, on l'a fait. On a étudié des scénarios avec un réchauffement climatique qui influence l'arrivée de glaciation, par exemple, qui influence le niveau de mer, etc. Donc, tous ces paramètres reliés à le développement de climat dans une période de centaines d'années ou même des milliers d'années ont été pris en charge dans nos analyses de sûreté. Peter Lyons, très rapidement, parce que nous allons bientôt arriver au terme de ce débat. Yes, absolutely.
Absolument. Notre commission réglementaire pour le nucléaire est responsable des activités d'autorisation et fait partie de l'évaluation, donc une évaluation des caractéristiques climatiques, non seulement le réchauffement climatique, mais également un prochain âge de glace, pourquoi pas. On a également fait le même type de travaux dont les résultats ont été présentés dès le dossier que nous avions remis en 2005, qui avait été évalué, qui ensuite a conduit à poursuivre les travaux que nous menons aujourd'hui. Donc c'est pris en compte dans nos études. Une toute dernière question qui nous arrive avant de conclure cette émission, qui n'est pas sans rappeler une réflexion tout à l'heure faite par la Finlande. J'aimerais savoir comment s'organisent les petits pays qui n'ont pas les moyens de se payer un centre de stockage comme Cigéo. Que font-ils de leurs déchets? Qu'est-ce qui peut répondre sur les petits pays? Nous avons vu dans le premier plateau que chaque pays était en devoir de s'occuper de ses propres déchets. Est-ce que vous avez eu des demandes? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que chacun se débrouille effectivement, comme ça a été dit un petit peu au tout début? Well, if I can answer. Yes, sorry. Merci. Moi, en tant que représentant d'un petit pays, entre guillemets, bien sûr, au départ, nous avons réfléchi au retraitement de tout le combustible usé et que tous nos déchets de haute activité resteraient dans le pays pour un retraitement. Mais cela ne s'est jamais passé. Maintenant, tout producteur doit financer allouer un financement à la gestion future des déchets nucléaires à l'avenir, y compris le stockage définitif du combustible usé ou des déchets. Un fonds du gouvernement est donc en place depuis 1987, ainsi que d'autres fonds pour la gestion des déchets nucléaires, pour le cas où les producteurs d'énergie fassent faillite ou connaissent une autre catastrophe. Pour la Finlande, ce n'est pas tellement de problème, mais peut-être que cela poserait problème dans un pays où le système de financement n'est pas en place. Ces pays-là se trouveront peut-être dans une position bien différente. C'est peut-être à eux de réfléchir au calendrier et à l'acquisition de ces fonds. Comment constituer de tels fonds pour une telle éventualité? Pour ma part, je ne peux que dire que c'est là où la coopération peut être très, très utile. Des financements sera au cœur d'un de nos autres débats, puisque, vous le savez, ce débat s'inscrit dans un cycle d'une dizaine de débats publics. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Monsieur Lavalette, vous vouliez, mais alors très rapidement. Rapide, la question que vous venez poser, juste pour dire que le Parlement nous a demandé, dans nos missions, l'émission de l'ANDRA, de diffuser notre savoir-faire et nos connaissances à l'étranger. Et dans ce cadre-là, bien sûr, nous assistons les pays qui ont un petit programme pour leur apporter les différentes études que nous faisons. Et nous accueillons très régulièrement des délégations étrangères sur notre site, que ce soit pour le laboratoire de Bure ou nos centres de stockage dans l'Aube. Alors, je vais directement passer la parole à Claude Bernet, qui voulait, je pense, faire une conclusion et un remerciement à tous à la fin de cette émission. Ouais, d'abord, un remerciement, parce que Claude Bernet, président de la commission particulière du débat public consacré à Cigéo. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes venus vraiment de loin et vous avez apporté beaucoup. Je reprends cette question de M. Michel sur les expériences. En fait, ce que nous voulions comparer, c'était les expériences acquises. Et il y a effectivement des acquis qui peuvent être de plusieurs dizaines d'années, dans vos différentes expériences, et je crois qu'il fallait absolument le faire. Et ce que j'en retire, c'est d'abord la nécessité d'un cadre de recherche adapté, car j'ai compris qu'en réalité, aucune roche n'est semblable à une autre, ce que chacun peut comprendre, même quand il n'est pas un spécialiste ou un géologue. Mais deuxièmement, et de vos interventions, l'importance de la concertation avec les principaux intéressés, c'est-à-dire notamment le public local. Et bon, c'est peut-être un truisme de le dire, mais tout ceci nécessite du temps,
Nous sommes dans des échelles de temps qui sont très longues, plus longues que dans beaucoup d'autres investissements publics. Et il faut prendre son temps, même si un jour ou l'autre, il faut bien décider, ce à quoi, par exemple, nous invite en France la loi de 2006. Voilà toute ma conclusion. J'en profite aussi pour remercier nos équipes, les différentes équipes. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qu'il faut pour que tout arrive en temps et en heure et que la traduction se fasse, avec notamment une particulière mention pour nos traducteurs et nos traductrices. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à terme de ce débat. Moi aussi, je voudrais vous remercier à tous pour votre participation, votre écoute, les questions qui sont arrivées très nombreuses sur le site et notamment le mail du débat. Le prochain débat de la commission particulière du débat public, toujours autour de CIGEO, aura lieu mercredi 9 octobre à 19h et celui-là sera consacré tout particulièrement à quelque chose qui a déjà beaucoup fait réagir les internautes, au principe de précaution et à la réversibilité du stockage profond. Je le rappelle, nous attendons dès maintenant vos questions, notamment à cette adresse mail, questions@débatpublic-cigeo.org. Merci, bonne fin de soirée, à mercredi 9 octobre, 19h.